Après avoir gravi la plus haute montagne du monde et traversé les mers les plus houleuses, on va aller dans un endroit moins dangereux. En apparence, votre cerveau. Bonjour et bienvenue dans l'Esprit est fort. Aujourd'hui, cette émission sera pour toi. Oui, toi qui promis juré commence le sport demain et toi qui ne l'envisage qu'avec ceci. Parce qu'on va parler d'addiction au sport, la bigorexie. Et pour cet épisode, préparez-vous à voyager dans votre corps. Et même pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, dans le temps. La bigorexie ou sportolisme, c'est l'addiction au sport. Et ouais, ça existe. C'est même reconnu par l'OMS depuis 2011, au même titre que d'autres dépendances comme celles liées à l'alcool, aux drogues, aux jeux. Et ça peut avoir de grosses, très grosses conséquences sur la personne. Peut-être vous. Selon les sources, entre 10 et 28% des Français qui pratiquent une activité physique, soit quand même 65% de la population française de plus de 15 ans. Mais alors, d'où est-ce que ça vient? Eh ben de loin. Au milieu des années 70, l'un des plus grands et controversés docteurs en psychanalyse allait mettre le doigt là-dessus. Le docteur William Glasser. Croyez-moi sur parole quand je vous dis qu'il a pris des risques. Mais ça, on y reviendra. Pour l'instant, les bodybuilders de la Muscle Beach interpellent Glasser. Leur besoin d'être gros, comprenez musclé, ce qui donnera big et exy pour appétit. Bigorexie. C'est vrai que ces mecs passent tout par le filtre du sport et du régime. On se rapproche d'une dépendance. Et attention, il n'y a pas que les culturistes, il y a tous les sports qui peuvent être concernés. Indoor, outdoor, adrénaline et surtout endurance. Ça commence à faire du monde. Allez, je finis en classique. C'est gagné. Mais alors, comment expliquer le gouffre entre les fans du canapé et les accros des exos? Et si la réponse était chimique? Petit tour dans le cerveau humain. Dimitri? Eh ouais, c'est bien vide, hein? Ah, je déconne. Lorsque l'on fait du sport, on crée des hormones, comme la dopamine et les endorphines, qui seront utilisées dans le circuit de la récompense. En effet, ces hormones créent des sensations de plaisir, de légèreté, endort la douleur, réduit les sensations négatives. C'est pas pour rien qu'on dit que le sport lutte contre la dépression. Bref, t'es bien quoi. Un footing de 40 minutes à 60% d'intensité multiplie par 5 ton taux d'endorphine. Hormone qui passera par les mêmes récepteurs que ceux d'un drogué pour sa came. Mais je vous jure, je sais pas de quoi vous me parlez. Ah ouais? Et ça, qu'on a retrouvé dans ton sac, t'as intérêt de me dire c'est qui ton dealer, ok? Il s'appelle D4. D4? Ben voilà, on avance. D'ailleurs, endorphine est l'abréviation d'endogenous morphine qu'on peut comprendre par morphine interne. Les hormones sont utilisées pour nous récompenser, mais aussi pour nous protéger du stress et de la douleur. On peut donc éprouver du plaisir à la souffrance. Ça vous fait penser à rien? Oh yeah! Et donc, au milieu de tout ça, y a nous, avec chacun nos petites différences, nos petits réglages. Certains vont être très sensibles aux récompenses, d'autres beaucoup moins. Ce qui est vrai, c'est que le corps peut créer une habitude, une demande, une addiction. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, il y a tous les facteurs sociaux. Tu t'enfermes sur toi-même, tu vois plus personne, tu vis plus que par et pour ça. Par contre, certains le vivent très bien, hein, comme Yves Beauchamp. Il avait le projet de faire un marathon par jour pendant 1 an. La plupart ont une vision décalée d'eux-mêmes, comme en anorexie. Ils sont tous balèzes à la Schwarzy, mais ils se voient épais comme des capes de frein. Chimiquement et socialement, c'est cool, mais il y a la bouffe. Tout est contrôlé, cadenassé, les aliments sont pesés, on ne mange pas n'importe quoi, n'importe quand, zéro écart, et ce, tous les jours de l'année.
On parle alors d'orthorexie, d'obsession pour la nourriture saine. Ah, c'est sûr, c'est pas le genre à te piquer les frites au McDo. Et comparé aux autres choses qui peuvent rendre addict, le sport est considéré comme une valeur positive. Des gens courageux, dynamiques, qui repoussent leurs limites. Eh, tente ce coup la prochaine fois que tu te feras gauler à glander sur le canapé. Non mais t'es sérieux là? T'as pas bougé de la journée? Mais ça va, je lutte contre une addiction, ok? C'est pas facile. Ah pardon, excuse-moi, tu veux que j'aille te chercher des madeleines? Oui, je veux bien. Des organismes comme l'OMS ont créé des diagnostics pour reconnaître les gens atteints de bigorexie. Nous, on va voir la classification DMS, parce que c'est moi qui décide, déjà, et puis au final, elles sont un peu toutes pareilles. Mais assez parlé des autres, parlons d'un sujet plus intéressant. Toi. Vous allez pouvoir participer à notre grand jeu, le Independence Game. Bienvenue sur le plateau d'Independence Game, un jeu aux règles simples. Une liste de critères va défiler sur votre écran et vous allez pouvoir à la maison cocher ceux qui vous concernent. À la fin, nous totaliserons les scores et pourrons voir votre diagnostic. Vous êtes prêts? C'est parti! Et voilà, les gens ont voté, c'est maintenant l'heure des résultats. Pour ceux d'entre vous qui ont coché entre 2 et 3 critères, l'addiction est faible, 4, 5 modérée, et 6 et au-delà, elle est considérée comme forte. Je ne sais pas si on félicite quand c'est comme ça. Merci d'avoir suivi le Independence Game, à très bientôt! De l'aide et du soutien existent. Il y a votre médecin, il y a aussi des traitements en addictologie et en psychanalyse. Si vous voulez, vous trouverez sur internet. Rappelez-vous, en intro, je vous ai parlé de William Glasser, celui qui a théorisé la bigorexie. Je vous avais dit que c'était un personnage pas piqué des hannetons. J'ai pas menti. C'est tout simplement l'un des CV les plus fournis en psychanalyse. Et quand on regarde ses centres d'intérêt, un homme au goût sûr. Bref, c'est pas un touriste, mais il a dû s'en prendre plein la tête, parce qu'il allait chercher des noix au Big Boss, le père de la psychanalyse, le thérapeute le plus connu de l'histoire, Sigmund Freud. Même s'il y a discussion, le consensus donne à Freud la paternité sur quasiment tous les grands concepts de traitement psychanalytique. L'importance du passé, l'inconscient, les transferts, les stades freudiens, pulsions, le ça sur moi et le moi, le complexe d'Oedipe. Attention, faut pas tomber dans l'adoration pour autant. Il a beaucoup de détracteurs sur lui et ses théories. Mais quand même, il a apporté quelque chose. En gros, pas touche à papy. Et bah Glasser, c'est le genre à débouler et balancer au calme. Ah, lui là? On s'en fout. Pour Glasser, la théorie du choix donne naissance à la thérapie du réel, qui part d'un axiome: la maladie mentale n'existe pas. Bon, on va pas le faire à chaque fois. Qui de mieux pour nous parler de cette thérapie que le docteur Glasser lui-même? Ah, il est mort. Il nous faudrait une machine à voyager dans le temps. Bougez pas. Comment elle marche déjà? Cette machine doit être absolument équilibrée sous peine de dysfonctionnement et de causer d'irréparables... Ouais bon bref, allez c'est parti. Mais qu'est-ce que je... Mais c'est pas du tout là où je suis censé être, je crois pas. Non! Le pangolin! Il s'est barré, le con! Il a ouvert la porte! Oh putain, c'était une catastrophe! C'était une catastrophe! Mais qu'est-ce que je fous là? Oh ça me saoule. Bon bah c'est pas là de toute façon. Isaac, on a besoin de vous ici! Voilà, enfin. Ah monsieur Glasser,
J'avais rendez-vous avec vous. Bonjour. Bonjour. Ah, je suis content, hein, j'ai fait de la route pour venir vous voir. Je fais un petit reportage sur vous et j'aimerais que vous m'expliquiez la thérapie du réel. L'idée est simple. Le patient est inadapté à la réalité. Il ne peut remplir ses besoins humains. Appartenance, aimer, se sentir aimé, être utile et avoir du pouvoir sur sa vie. La schizophrénie, dépression ou troubles de la personnalité ne sont qu'une façon d'exprimer ces difficultés. Il faut responsabiliser les gens, leur montrer qu'ils ont fait des mauvais choix alors qu'ils peuvent en faire des bons. En ce sens, fouiller le passé ou l'inconscient ne sert à rien. Ils doivent comprendre que leurs actes ont des conséquences. Ce ne sont pas des victimes. Et le thérapeute est là pour les guider vers une morale en phase avec le réel. Bah écoutez, merci, hein, je vous laisse à votre libre et puis je vous remercie de votre temps. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que... regarde, il y en a qui se trouvent une pelle. Oh, il y a des bagnoles pour ça. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous rendez pas compte? La surveillance, c'est super important. 5 secondes d'inattention et je pourrais manquer, moi, je sais pas. Iceberg, droit devant! Eh ben voilà, de retour. Bon, il faut savoir que la thérapie de William Glasser est assez contestée, aux antipodes de la version freudienne, qui elle est beaucoup plus répandue, beaucoup plus connue. Personnellement, je vais vous expliquer le vrai du faux. La seule personne qu'il faut écouter, c'est... Et même que l'autre, ce qu'il oublie de dire... Alors que lui... Bref, j'espère qu'avec ces explications, il est évident pour vous lequel des deux a raison. Et voilà, c'était le nouvel épisode de L'Esprit est fort, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez apprendre d'autres choses sur d'autres sports, il y a des vidéos. Ou même on s'abonne. En tout cas, à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, l'esprit est fort. Attendez, je viens de penser à un truc. J'en ai pas pour longtemps. Petit, écoute, j'ai pas le temps. J'ai pas le droit d'être à moins de 100 mètres d'une école. Mais t'es qui, toi? Je suis toi, du futur. Achète des bitcoins. Oh, je préfère les Pokémon.